Bonjour à tout le monde. Après quelques soucis de connexion, quelques flops pour essayer des nouvelles choses, on se retrouve sur Zoom pour ce deuxième épisode des flopping. Euh, flopping est né avec l'ambition de valoriser et capitaliser les échecs, les flops du design dans les services publics. Et pour ce deuxième épisode, on compte avec la participation des Jackie Fouché, designer et cofondateur de l'agence GRA. Je ne sais jamais comment bien prononcer le nom de Ouais. l'agence. Qui a un long parcours en travaillant avec les services publics. Jackie, à toi de te présenter. Oui, long parcours, ça commence à se voir là, à la couleur des cheveux. En effet, je suis designer. Je ne travaille pas que pour les politiques publiques, mais on a, avec mon associé Pierre Cahurel, notre petite agence GRE qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. On a commencé à travailler avec, notamment avec la 27e région, sur le design de politique publique, depuis, les débuts un petit peu en France. On remonte aux années 2008-2009. Voilà. Et du coup, j'ai des dizaines de flops à partager. Le plus dur a été d'essayer de s'en rappeler et de choisir dans la liste. On pourrait remplir des heures du coup. Super. Du coup, dans cette sélection que tu as dû faire sur les flops, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Alors déjà, c'est vrai que, quand je dis qu'il y a des dizaines, il y aurait des dizaines à sélectionner, à raconter, je me suis dit en listant, quelques-uns que, il y avait quand même un truc un peu inhérent au design, où, on part du principe que pour essayer d'aboutir à quelque chose d'intéressant, on va de toute façon, dessiner, 100 fois plus, de choses que, ce qui sera retenu, par définition, ou même, quand je dis 100, je suis gentil, on va peut-être faire 1000 dessins et pour à la fin un truc retenu. Donc je pense qu'il y a quand même, voilà, un petit truc, intéressant qui ne peut que parler, à mon avis, aux designers dans, le côté, heu, si ce n'est flop, en tout cas, bah, voilà, on peut pas tomber, hem, directement sur la bonne solution, loin de là, et puis parfois même on n'y arrive jamais. Et donc, bah, peut-être pour enchaîner, l'une des situations à laquelle j'ai pensé, et qui m'a semblé assez, révélatrice, c'est, le fait de m'être retrouvé, à animer un atelier, une fois. Atelier que je n'avais pas, beaucoup, préparé. C'était plutôt dans un cadre collectif, avec la 27e région d'ailleurs. Hem On était à Tours, c'était au début de l'innovation publique. Heu et on travaillait sur la question de la démocratie, ouverte, démocratie open source. Et à un moment, j'ai un petit groupe devant moi, 3-4 personnes, et j'ai un participant qui, se saisit, des objets qui étaient proposés, et je crois il trouve, je ne sais pas comment, un pingouin, ou il dessine un pingouin, et il dit: «Bah, voilà, en fait», il lui met une écharpe d'élu, et il dit: «Bah, voilà, ça, c'est l'élu open source, donc le pingouin, symbole de Linux, et c'est ça la réponse». Et moi, je suis là, animateur, designer, de ce petit temps d'atelier, et j'ai essayé petit à petit de tirer le fil, de comprendre ce que, opérationnellement, ça pouvait vouloir dire, comment ça pouvait fonctionner, et je n'y suis pas du tout, parvenu. On a clairement eu un blocage, et le temps d'atelier, s'est écoulé comme ça, sans forcément qu'il ne res qu'il ne ressorte grand-chose. Et de ce moment, un peu gênant, même, quelques années après, même de longues années après, je 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 trouve que, on peut retirer, le fait que, même avec, le langage, visuel,
On pourrait dire comme ça, ah ben, on va trouver un décalage par rapport à la langue classique, au texte, à l'écrit, voilà. Et en fait, eh bien non, l'image ne résout pas tout. On peut aussi, avec l'image, être dans le symbolique. Hem, et puis le symbolique, il peut être bloquant, ou pas. Mais en tout cas, sur le moment, moi, je n'ai pas su en retirer, quelque chose. Je n'ai pas non plus peut-être, pris le temps de dire: «Et si ça voulait dire ça? Et si ça voulait dire ça?» À un moment, je crois que j'ai essayé de pousser et de peut-être, forcer un peu le truc pour avoir de l'opérationnel et ben non, c'était pas le moment. Voilà, il y avait un truc symbolique et il fallait respecter ça et peut-être que sur le moment, c'était suffisant. Voilà, mais je m'en rappelle encore, plutôt pas mal pour un truc qui date d'il y a longtemps et je trouve que c'est une bonne alerte, un truc à garder en tête en effet, pour ne pas, croire que le dessin est une solution à tout, c'est un langage comme un autre et un langage parmi d'autres. Voilà. Oui, effectivement, des fois, on voit qu'il y a certaines personnes qui justement s sont bloquées, face, à les images un peu plus visuelles, au dessin, comme tu dis, des fois, on on veut passer on espère faciliter la compréhension à travers, le dessin, mais on se rend compte on n'a pas tous les mêmes registres. Tout à fait. Et qu'il y en a plein de registres et qu'il s'agit de faire, un petit peu avec tout ça. Et bon, ça, c'est pas une découverte, mais c'est sûr que, ces temps d'atelier en une, après-midi ou une demi-après-midi, bah, c'est là aussi où ils montrent, leurs limites. Il y a pas de miracle pour se comprendre, entre êtres humains. On peut avoir besoin d'un petit peu de temps et surtout si on veut essayer de projeter des choses ensemble. Donc voilà, même avec le support, de, Playmobil qui traîne par là ou de Lego ou de je ne sais quoi pour en citer plusieurs, et bien il n'y a pas de miracle et il faut du temps et parfois revenir à du langage ou revenir à d'autres, formes d'expression. Ça peut être aussi, très bien. Et tu sais que dans ces moments-là, tu as pas trouvé une solution pour débloquer la situation, mais est-ce que ça t'a permis, de t'adapter ou, de trouver des manières de t'adapter face à ce type de situation, pour d'autres projets, par la suite après cette expérience? Hem Bah, tout ça, je pense que je pense pas qu'il y ait une solution, précise, hein, loin de là, encore moins magique. Mais c'est plutôt une question d'équilibre et du coup, capacité à varier, les registres. Je dirais plutôt ça. Donc, prendre conscience de ça, ça me semble important et puis après, bah, être en mesure aussi d'être peut-être plus souple, à certains moments, on peut être, en tout cas, je peux être assez personnellement directif donc là, je pense, que j'avais eu une réaction, 1 de dire: «Mais non, mais allez, qu'est-ce que ça veut dire opérationnellement?» et de pousser un petit peu Mmh. et visiblement ça ne marchait pas et je pense que, bah, là, dans cette question d'équilibre et d'attention, aux personnes qu'on a en face, bah, ça aurait peut-être été de remettre un peu de souplesse là-dedans et de moins chercher à traduire les choses directement et puis de prendre le temps de prendre des biais et c'est pas grave. Il y avait pas de il y avait pas d'enjeu majeur non plus, si on n'arrivait pas à quelque chose, au bout de la demi-après-midi donc voilà. C'est plutôt ça que je retiens, des ajustements de posture, tout en sachant que, bah, c'est très dépendant de qui on a en face et du moment et il s'agit aussi de faire avec. Et j'imagine aussi que si on a une personne, comme ça en face qui est restée bloquée sur une image très, voilà, très ferme et très fermée en fait, une vision très fermée, heu, l'effet d'insister, d'essayer
d'avoir des informations qui nous disent un peu plus, etc., ça peut créer aussi une frustration chez la personne et la bloquer encore plus. Et voilà. C'est ça. C'est ce qui s'est passé ou pas? Je pense au final que ça a été ça, ouais. Et que peut-être sur le moment, je n'ai pas été assez en mesure de m'en rendre compte. Ouais. Ok. Désolé pour cette personne. Et merde, bah moi je voulais mettre juste mon pingouin, laisse-moi tranquille. Ouais, ça peut être trop compliqué. Et, effectivement, quand on a des ateliers préparés, qu'on a mis du temps à réfléchir à le comment, le quoi, etc. euh, je pense que sortir, comme tu dis, adopter une certaine souplesse dans ces moments-là, qu'on est un peu au centre de tous ces participants, qu'on dirige les participants et qu'on les fait, on les pousse à réfléchir, bah, adopter une souplesse sur tout ça, ça peut être difficile comme posture à adopter en improvisation en tout cas. Mm. De l'importance aussi de se dire qu'on vient capter des choses et que, quelles qu'elles soient, en fait, et s'il y avait eu le temps de rebond derrière, bah, cette image, elle était intéressante et le fait que cette personne soit à la fois très convaincue de cette image, mais n'arrive pas à le traduire opérationnellement, ça pouvait être un truc Mhm, euh, euh, qui pouvait nous aiguiller et voilà, donc c'était intéressant en soi. Euh, et donc se dire qu'on vient capter ça et que c'est déjà suffisant, bah, c'est autre chose que se dire on doit partir avec des solutions. mhm. Euh, Bon, bah, super. Oui, comme on s'est dit, pas tous les flops ont des solutions. Mais au moins, ça nous permet de réfléchir et de voir comment on peut s'adapter face à ce type de situation. hmm, c'est Ok. ça. Alors, est-ce que tu as d'autres expériences que tu veux partager avec Alors j'ai un deuxième flop. Enfin, là pour le coup, je trouve que le mot flop a quelque chose d'assez sympathique. Et là, c'est quelque chose que je pense un peu plus lourd, mais que je tiens à partager. C'est un cas où on se retrouvait avec un programme assez long d'innovation publique où on était en résidence. Donc on intervenait à intervalles réguliers en passant une semaine dans une collectivité publique. Et donc, on a passé comme ça 10 semaines dans une même collectivité avec 2-3 mois entre chaque. Le programme Transfo, pour ceux qui connaîtraient, via la 27e région. Au bout de quelques semaines, on réussit à avoir un projet qui consistait à travailler avec le développement économique. Et pour nous, c'était déjà une réussite en soi parce que à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, parfois le design est plutôt relégué sur des choses qui touchent plus spécifiquement à la communication ou qui touchent à la participation. C'est pas que c'est mal, mais il y a aussi l'intérêt de toucher à des sujets parfois un petit peu plus durs, euh, où on sent qu'il y a aussi l'attrait vient de personnes un petit peu différentes qu'on voit moins souvent sur les questions d'innovation publique. toi? Donc, on est ravis. On arrive sur cette problématique-là, enfin une problématique liée au développement éco. Et on a une chargée de mission qui, visiblement, est assez chargée, et fait le gros effort, fournit un effort assez conséquent pour libérer sa semaine et venir travailler avec nous. Super. C'était en effet ce qu'on demandait. On avait besoin de ça, de pouvoir travailler ensemble. Donc cette personne vient et ça se passe super bien. Fin de la semaine, on a vraiment abouti à des propositions concrètes sur le sujet précis sur lequel on travaillait. Et puis on fait le débrief comme on le fait dans ces situations-là. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que tout le monde est satisfait? Est-ce que la démarche vous a parlé? Voilà.
Et cette chargée de mission dit tout le bien qu'elle a pensé de la démarche, n'imaginait pas avoir des résultats comme ça en peu de temps, partage aussi le bol d'air que ça a été pour elle. Super, on boucle. Jusqu'ici, vous pouvez vous demander où est le flop. Mais vous inquiétez pas, il va bientôt arriver. On se quitte comme ça, très content, fatigué avec ce genre de semaine, mais content. Et on revient 1 mois et demi plus tard, on va dire. Et là, on apprend en fait que cette personne avait retrouvé son quotidien, non pas de façon atterrissage en douceur, mais se l'est repris tout d'un coup, avec y compris certainement la pression amplifiée par le fait d'avoir mis de côté, de s'être libérée 1 semaine. Et donc, elle est partie en burn-out. Et donc, voilà, nous, on revient parti sur le fait d'avoir abouti à quelque chose sur une politique publique qui nous semblait importante et d'avoir eu l'impression de parler le même langage avec des gens avec lesquels on ne travaillait pas habituellement. Et ben, on constate que d'un coup, non, ça implique beaucoup d'autres choses et que sur une situation tendue, on avait rajouté de la tension et que ça s'était transformé en mal-être, en problème de santé pour une personne, et donc forcément aussi un problème pour la collectivité. Donc, d'une démarche qui se veut, innovante et qui, est plutôt a priori tournée vers du progrès, on arrive à une situation qui semble, négative à la fin, alors que, on croyait avoir, bien fait notre boulot et tout. Donc ça, je pense que c'est un gros, flop, je le disais, je sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais voilà une grosse alerte et qu'on doit avoir en tête aujourd'hui quand on travaille sur, les politiques publiques en général qui sont quand même malmenées, et je sais pas, on peut parler de celle de la santé, on peut se dire aujourd'hui par rapport à l'actualité, si quelqu'un est amené à travailler sur les questions d'agriculture, voilà, on travaille avec des gens qui sont, que ce soit dans les institutions ou à l'extérieur, très contraints, des problématiques lourdes et si, faire de l'innovation là-dessus, ça ajoute, du malheur au monde, comme, disait Camus, je crois, et bien, est-ce qu'il faut pas s'abstenir à certains moments? Donc, voilà, c'est difficile à, à identifier. Ça implique, plein de choix, professionnels. Mais voilà, je suis bien loin d'avoir, des réponses, magiques par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment un truc à partager, à se redire et que c'est aussi, il y a encore de plus en plus de laboratoires d'innovation publique. C'est bien, il y a la D enfin, c'est bien dans le sens, il y a la DITP, il y a une appétence, il y a la DITP derrière qui pousse et qui aide, je voyais, le nombre de laboratoires, d'innovation publique justement, à l'occasion de la dernière formation, CLIP, je crois, qui était, au-delà des 100, bon, bien, il y a une appétence, mais voilà, on parle de piratage, bienveillant. On parlait de piratage bienveillant il y a quelques années. Bah, aujourd'hui, pour la santé, pour, tout un tas de problématiques, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, prendre soin de ce qui existe, plutôt que de le pirater, de le court-circuiter? Voilà et le design, je pense qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour prendre soin, qu'on a tendance à vouloir dessiner des choses différentes de l'existant, alors que parfois il faut s'abstenir de dessiner. Voilà. Ce sont des questions, pour moi, hyper importantes, et voilà, si au moins on pouvait un peu, hem se calmer sur l'engouement, innovation publique, transformation, voilà.
Euh, attendons, ne cassons pas tout, prenons soin de ce qui existe. Moi, par rapport à mon expérience, effectivement, quand on arrive dans des services, il faut effectivement savoir identifier quel est l'état d'esprit, mais aussi comment ça se passe le quotidien des services, quoi. Parce que moi, ça n'a pas été juste un service, c'est de plus en plus, et à chaque fois que je travaille avec un nouveau service, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de monde il n'y a pas les moyens, les outils, les bonnes pratiques des travail pour travailler bien ou de manière efficiente. Il y a beaucoup de travail dans l'urgence, dans les services. Donc voilà, ce qui suppose une pression sur les agents, sur les chefs de service, etc. Et en fait, ça, c'est un des avantages que je vois des laboratoires d'innovation internes, des designers internes, c'est qu'on peut avoir ce point de vue et au moins connaître comment ça se passe aujourd'hui et voilà comment les services travaillent et dans quel état ils sont, quoi. C'est très compliqué et en fait, on arrive, comme tu dis, avec une nouvelle méthode en voulant refaire le monde, entre guillemets, faire des nouvelles choses, innover pour tout et partout. Et en fait, comme tu dis, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que il faut pas commencer par des petites améliorations pour ensuite aller vers une innovation plus impactante, on va dire, ou plus conséquente. Euh, pour moi, la question qui se dégage de ça, c'est comment innover des manières sécurisées, comment transformer des manières sécurisées en prenant soin des autres. Parce qu'on parle beaucoup de l'amélioration des conditions de travail, amélioration de l'accès aux droits, aux services des usagers. Mais effectivement, des fois, on se rend pas compte que oui, cette personne qui vient à l'atelier, en fait, il est avec nous 2 heures, mais c'est 2 heures qu'il va passer de plus à faire son travail le soir parce que on peut Mm. pas s'arrêter à 100%, sauf pour des cas exceptionnels, quoi. Mm. Oui, et plus qu'innover, ou moins qu'innover, c'est protéger ce qui compte, quoi. Et ne surtout pas casser ce qui tient aujourd'hui difficilement et qu'on pourrait mettre à mal sans forcément le vouloir. Et tu parlais aussi de la situation de l'interne des laboratoires et des designers et autres qui travaillent en interne sur les questions d'innovation publique. Euh, mais elles et eux aussi, euh, euh, il y a plein de labs qui ont ouvert, mais ce sont souvent des postes précaires, contractuels voire Pas pérenniser. des situations pas pérennisées, des situations pour des apprentis voilà, qui apprennent vite. Moi, j'ai vu plein de gens qui sont motivés, qui veulent bien faire et tout, mais ça n'aide pas aussi parce que, bah, évidemment, il faut qu'ils fassent la preuve de leur qualité, de leur efficacité, on va dire. C'est vu comme ça, sauf qu'en voulant faire la preuve de leur efficacité, bah forcément, ils vont avoir tendance à vouloir faire du avant, après, et donc à changer, à pouvoir montrer que ce qu'ils ont fait à la fin est différent de ce qu'il y avait au début. Et c'est beaucoup plus difficile de valoriser pour toutes ces équipes, donc en interne, mais aussi en externe, le fait de dire, en fait, on a travaillé et le résultat, c'est qu'on voudrait garder. On vous conseille de garder ça, on vous conseille d'amplifier ce qui existe déjà. Donc, ça va dans les deux sens et on voit que
cette fragilité, elle n'aide dans aucun cas. Et c'est ce que tu dis, effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien répéter souvent, c'est que ce qui est innovant, c'est pas forcément les solutions, mais comment on arrive à ces solutions-là, c'est la méthode. Et que on est là pour faire des services publics responsables dans tous les sens. Et en fait, ça s'est fait pas en mettant en place un outil numérique super méga innovant qui fait la prise de rendez-vous, les signalements d'harcèlement et je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment en prenant soin des autres, en prenant en compte les difficultés et les besoins. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui est innovant, et c'est pas pour ça qu'on innove moins si on n'arrive pas et si à faire des nouvelles choses et qu'on arrive à que la solution, c'est pousser ce qui existe déjà et développer des services ou des dispositifs qui existent déjà dans les administrations. Mm. Euh, En tout cas, en fait, je pense que c'est un point très important et je le vois de plus en plus dans mes projets, en fait, parce qu'il y a des projets qui tombent, en fait, du niveau ministériel. Ça arrive un peu partout, les services publics, des directions, etc. Je pense que c'était Léa Boissonnade qui c'est les types des projets cactus. Euh, mais que voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille ou qu'on explore les possibilités. Et en fait, moi, actuellement, j'ai un projet comme ça qui commence à arriver. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, le début du projet, c'est d'analyser si les conditions requises pour mener et commencer la réflexion sur ce projet sont remplies. Mm. Et effectivement, C'est une part. ça devrait prendre en compte la pression des agents, la charge de travail, etc. Et les bien-être psychologiques aussi des personnes qui vont être nos collaborateurs, quoi. Mm. Mm. Ouais, j'aime bien parler de jouabilité. Je trouve que tout ça, ça devrait, nous, ce qu'on apprend, je disais au début, le design, il y a ce jeu qui consiste à imaginer tout un tas de possibles, tout en sachant très bien qu'à la fin, s'il en reste un, c'est bien, et encore, peut-être qu'en fait, à la fin, justement, on se rend compte que bon, juste, on a bien réfléchi et c'est déjà bien, on a bien imaginé plein de trucs et en fait, on sait pourquoi on revient à ce qui existe. Et ça a une valeur en soi et c'est un exercice et une liberté de penser qui est voilà, hyper importante, qui a une valeur en soi, qui a une souplesse. Mhm. On peut remettre en cause et revenir en arrière et c'est pas un souci, au contraire, c'est vraiment bien. Sinon, on se retrouve avec des institutions sclérosées, c'est aussi une part du problème. Donc, Et, j'aime bien cette notion de jouabilité, pardon, mhm. mais là, ouais, dans les circonstances dont je parle, c'est là où on se dit, ah waouh, il y a une gravité autour qu'il s'agit de prendre en compte et d'intégrer, voir dans quelles conditions c'est jouable. Et je crois toujours qu'il y a besoin, je crois toujours foncièrement qu'il y a besoin de rouvrir des portes, encore plus dans la situation actuelle où on a du mal à voir quels sont les possibles. Euh, mais faut pas le faire n'importe où, faut pas le faire n'importe comment et, et certainement pas tout le temps aujourd'hui. Peut-être d'abord, encore une fois, s'attacher à ce qui existe et voilà, et le défendre. Et peut-être, enfin, moi aujourd'hui, en tant que designer, justement, je passe aussi mon temps sur d'autres trucs et je trouve que c'est à, à maintenir, peut-être plus à maintenir qu'à imaginer des nouvelles choses.
Et j'allais juste dire aussi, j'avais noté le fait d'être clair sur l'engagement que ça suppose pour chaque personne, le fait de se lancer sur un projet. Nous, on avait eu l'expérience qu'on avait travaillé dans un collège que voilà, les enseignants, ils sont sous l'eau. Mm, Oh mm, là là, un projet qui va nous demander du temps, on peut plus, etc. Et en fait, on avait, dans une des réunions de cadrage, on avait vu avec eux le temps où on avait estimé, parce qu'on peut jamais savoir le temps que ça va prendre, mais on avait fait une estimation du temps d'engagement, en fait, qui allait supposer la mise en place et le fait de mener ces projets avec eux. mm. Oui, oui, c'est sûr que c'est le genre de précaution aussi qui peut être importante. Je vois que le temps file, on va finir. Et pour finir, Jackie, moi j'aime bien me poser la question, quel est ton plus grand flop? Ça doit pas, c'est pas obligatoirement lié au design, mais ça l'est, c'est tant mieux. Mais voilà, une petite anecdote un peu rigolote si t'en as. Alors, rigolote, moi, le truc spontanément auquel j'ai pensé, c'est quelque chose qui m'a fait pleurer, mais vraiment littéralement pleurer. C'est que mes parents m'avaient offert un cadeau, je suis dans le personnel. Mes parents m'avaient offert un cadeau qui incluait un vol en avion. Je pense qu'ils ne le referaient plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le cas. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on vient de se dire. Sans doute que je me suis plus projeté sur ce qu'il y aurait à faire à destination. Pendant la nuit avant le vol, je me suis réveillé comme ça d'un coup et je me suis dit, ma carte d'identité, j'ai pas vérifié. Elle était périmée de 2 mois, un truc comme ça. J'ai pas pu monter dans l'avion et surtout, au-delà de ça, j'ai gâché. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en m'étant peut-être focalisé pas sur les bonnes choses, d'avoir cassé un truc qui m'avait été offert. Et je l'ai très très mal vécu et ça reste, tu vois, spontanément. Le truc qui revient comme un loupé fantastique. L'impression d'être le pire enfant au monde. Je n'avais même pas été fichu de prêter attention à ça et d'honorer quelque part le super beau cadeau qui m'était fait. Voilà, mais j'avais pas fait le lien, mais là, Oui. rétrospectivement, je me dis, bah ouais, peut-être un peu trop de projection et pas assez de concentration sur les trucs de base Euh, euh, qui font que ça marche ou que ça marche pas. Alors moi, normalement, je raconte pas des anecdotes, tu vois, mais en fait, ça m'est arrivé la même chose. J'avais des Ok. vols pour aller au Maroc et j'avais mon passeport périmé en Espagne. Et j'ai dû faire 24 heures à Barcelone pour me refaire un passeport, rentrer à Nantes et 3 jours après partir au Maroc. Donc, mais oui, Je ne sais ça pas arrive. si on a là un point commun de designer, mais ça n'est pas glorieux en tout cas. Et je le raconte encore avec contrition. Voilà. Je suis vraiment pas fier. Peut-être que après, justement, on parle de flop et je pense que bah, tout l'intérêt de ne pas cacher les trucs, de montrer que toutes nos merdes, moi je le dis comme ça aussi, je trouve que flop c'est sympathique, mais il y a un moment où c'est vraiment de la merde. Bah, c'est Et avec toi qu'on avait fait un atelier avec c'est une ça. merde, un C'est emoji ça. merde. On avait fait ça en atelier et on avait fait ça aussi dans un cadre interprofessionnel pour partager entre designers, pas que de politique publique. Et c'est vrai que quand des gens se retrouvent, des humains se retrouvent et mettent au milieu de la discussion leur loupé plutôt que leur grande réussite, on raconte déjà une autre façon
de voir les choses et finalement, la proximité, l'empathie naît beaucoup plus vite. Voilà, et je pense que c'est bien et qu'on en a besoin. Bon, bah, super, c'était un peu l'objectif des flopping, des rien cachés en fait, mettre les merdes sur la table et les valoriser, quoi. Des fois, c'est important et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et même si on ne trouve pas des solutions, comme on a vu avec les deux exemples, ok, des fois il faut juste se casser la tête contre le mur et voilà. Et Mm, il n'y a pas de solution parce que le mur il est là. Mais au moins on en tire des enseignements. tout à fait. Bah, merci beaucoup, Jackie. Merci à Merci, toi. merci. Désolée pour les flops. Il y a toujours quelque chose. Le flop des connexions, j'ai bien transpiré tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci d'avoir accepté. Et voilà. Et, j'essaie de continuer à faire ça une fois par mois. Donc, c'est toujours intéressant. Merci pour ton initiative.